Merci, bonjour à tous donc pour cette conférence qu'on a placée sous le signe bas les masques, hein, c'est vrai que c'était un petit peu d'actualité, et comment on gère effectivement dans cet environnement post-Covid. C'est vrai que 2020 a été une année pleine de rebondissements, donc j'en discutais juste avant avec les différents gérants, et il est loin le moment 2016-2017 où on n'avait pas de volatilité, où on se disait il ne se passe rien sur les marchés. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça montait tout le temps de 0,20. On avait entre moins 0,20 et plus 0,20. Bon, là, ça a quand même pas mal changé. On a eu beaucoup de mouvements, notamment également de rotation sectorielle. On a par exemple un CAC 40 qui est encore à moins 20%, alors qu'on a un Nasdaq qui a explosé ses plus hauts historiques. On a des taux qui sont à zéro, ça n'aura échappé à personne. Des banques centrales qui nous disent on va laisser filer l'inflation, mais on fera attention que les taux ne montent pas, donc ce qui est quand même assez original. Donc bref, on a une année 2020 qui est intéressante, c'est sûr, mais difficile de gérer dans cet environnement, et c'est un petit peu la question centrale qu'on posera aux différentes sociétés de gestion. Je vais présenter les différents intervenants. Donc, loin là-bas, pour de la distanciation, Benjamin, tu es très très loin de nous. Donc, Benjamin Biard d'Amiral Gestion, David Mellul de Varenne, et enfin Laurent Chauderge de BDL. Alors, messieurs, la première question, on va y aller franco, hein, c'est globalement la question que tout le monde se pose, à savoir, est-ce que la baisse récente, et encore elle est à relativiser, parce que ça dépend d'où déjà, de quel marché on parle, mais est-ce que la baisse récente, c'est une opportunité d'y retourner, ou est-ce que c'est le début de la fin? Qui veut commencer par cette épineuse question? Eh bien, Benjamin. Bonjour à tous. Alors nous, on n'a pas l'habitude de timer le marché, donc est-ce que c'est le moment plus aujourd'hui qu'avant-hier? Ça, on n'aura pas de réponse très précise. Alors je peux reformuler pour un stock picker, c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui, Amiral Gestion, vous trouvez plus d'opportunités, des dossiers plus investissables, ou est-ce que cette baisse récente n'a rien changé? Et alors, nos indicateurs, on a beaucoup d'outils, vous les connaissez, des outils de valorisation, donc plutôt des outils d'analyse du risque pour nous. Nous indique quand même des marchés relativement chers. On voit que l'environnement global est assez incertain, des grosses échéances qui arrivent, un calendrier chargé, des problèmes conjoncturels, une crise sanitaire sans précédent. Donc voilà, ça incite quand même à pas mal de prudence de manière générale, que ce soit au niveau de l'environnement qu'au niveau des valorisations. Néanmoins, le rebond a quand même créé un certain nombre d'opportunités. Je crois qu'on en reparlera, mais le rebond a été quand même ciblé sur certains types de valeurs, et certaines sont restées sur le bord de la route. Donc je crois que oui, il y a des opportunités aujourd'hui, de là à se précipiter. C'est bizarre de dire le rebond a créé des opportunités, parce que d'habitude, le rebond, il y a moins d'opportunités parce que ça a monté. Ouais. Donc qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire que le rebond n'a pas été homogène, qu'il y a beaucoup de sociétés qui ont été laissées sur le bord de la route, et que en gros les marchés ont été tirés par une quinzaine de valeurs, un peu plus, en tout cas une très forte thématique, et qu'à côté, il y a des boîtes de très bonne qualité qui n'ont pas bénéficié de ce regain d'intérêt pour les marchés financiers, et que j'espère que ce gap qui s'est créé va se résoudre. Mais alors, concrètement, en termes d'exposition, si on prend Sextant Grand Large, qui est votre navire amiral, si je peux dire ça pour Amiral Gestion, on est à combien d'exposition par rapport à quelle borne historique? Alors, tu veux que je fasse depuis le début de l'année? Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Oui, je connais ta question derrière. C'est parce qu'en fait, Pierre me reproche souvent de ne pas avoir assez réinvesti. En gros, il me dit souvent, vous travaillez plus. Je ne suis que le porte-parole des conseillers. On a énormément travaillé pendant cette période, puisqu'on a entamé la crise du Covid avec 24% d'exposition marché-action, ce qui était historiquement notre plus bas niveau. Au plus fort de la crise, on est remonté à 54% d'exposition nette au marché action. Donc on a beaucoup réinvesti. Aujourd'hui, on a diminué à nouveau cette exposition, puisqu'on a 30% d'exposition nette, mais on reste à 50% en brut, parce qu'on pense effectivement que les marchés ont été tirés, et qu'aujourd'hui, par le stock picking, on peut faire la différence. Donc oui, on a beaucoup réinvesti, on est passé de 24 à 50, et aujourd'hui, on a à nouveau un petit peu allégé, puisqu'on reste en net à 30% actions. Ça, c'est sur les actions, sur les obligues? Alors, sur les obligues, on est resté à 17. On a commencé la crise à 17% d'exposition au marché obligataire.
On est toujours à 17%. En revanche, on a beaucoup bougé le portefeuille. On a profité de belles signatures qui ont été un petit peu dégradées. Cette volatilité sur le marché nous a permis de repositionner sur des beaux dossiers double B. Je pense à Leoxam, je pense à Elis, qui sont des business models qui sont un peu attaqués, qui sont difficiles aujourd'hui, mais c'est des sociétés qui sont extrêmement solides, avec une maturité relativement faible. On est très serein et on a vendu tout ce qui était subordonné bancaire. Alors David, même question, et puis pareil, même exercice, c'est-à-dire que c'est un bon exemple de se dire dans Varenne Valeur, on est à combien aujourd'hui de taux d'exposition, on a bougé entre combien et combien au cours de l'année? Alors, on avait commencé l'année avec environ 55% d'exposition sur la poche longue action. Ce qui n'est pas loin d'être un plus bas historique sur Varenne Valeur. Oui, globalement c'était le plus bas historique. Fin janvier, on a commencé à s'inquiéter de la situation sanitaire, et plutôt que de vendre les positions qu'on avait en portefeuille et donc de réduire le niveau d'exposition, puisque chez Varenne on ne travaille pas de cette façon-là, on saisit les opportunités sur la poche longue et on gère les risques avec les stratégies de décorrélation et de couverture. Donc fondamentalement, les positions qu'on avait en portefeuille sur la poche longue action en janvier, on était très à l'aise avec, on ne voulait pas avoir à les vendre. En revanche, on changeait d'environnement. La menace de ce virus faisait qu'on n'était plus sur un risque qu'on pouvait identifier, analyser et accepter ou pas de porter, puisque notre métier, c'est la prise de risque maîtrisée. On rentrait dans un environnement d'incertitude dans lequel je n'étais plus en mesure d'identifier le scénario de demain. Donc je ne suis plus en mesure de projeter mes sociétés dans un environnement. Et donc, je ne sais pas si les sociétés que j'avais en portefeuille début janvier, j'allais vouloir les garder à la sortie de cette crise. Donc ce que nous avons fait, c'est ne pas toucher à la poche longue action, mais on a désensibilisé temporairement la poche longue pour plus de la moitié. Concrètement, on a vendu le marché. En se disant, dans cette phase où je manque totalement de visibilité, je ne veux pas renoncer à mes opportunités, mais je ne veux pas courir le risque marché. Donc un peu la même chose que sur Sextant, c'est-à-dire il y a des opportunités, j'y vais, mais en taux d'expo, je ne veux pas être non plus trop exposé. Alors je ne bouge plus mes positions longues, puisque prendre une position additionnelle, c'est être en mesure d'identifier l'entreprise qui va créer de la valeur dans le temps. Pour ça, il faut être capable d'avoir un scénario de base. Fin janvier, je n'avais plus de scénario de base. Nous n'étions plus en mesure d'identifier un scénario raisonnable à 3-5 ans. Donc on se dit, on ne touche plus à la poche longue action et on ne saisit donc pas d'opportunités puisqu'on n'est plus en mesure de les sélectionner puisqu'on n'a plus de scénario de base. Temporairement, je neutralise l'essentiel de ma poche longue action. Je monte un dispositif ad hoc qui vise à me protéger contre cette épidémie chinoise qui devient une pandémie. Et dès qu'on a, par l'analyse fondamentale et le suivi de la situation sanitaire, considéré qu'on était au point bas de la prise de conscience par le consommateur de la réalité de la portée de cette crise, c'est-à-dire consommateur américain à qui on a menti début mars en lui disant qu'il irait à l'église pour les fêtes de Pâques, qui pensait qu'on allait avoir que quelques milliers de morts. Quand le consommateur américain a pris conscience de la portée réelle... Il commence à avoir l'habitude, non, des fake news consommateurs américains. Je ne rentre pas dans le débat. Oui, il commence à avoir l'habitude. Je crois que c'est factuel, c'est pas le débat, ça. Donc, globalement, on a monitoré, évidemment, le taux d'incidence et tous les métriques qu'il était opportun de suivre dans cet environnement-là, mais aussi la confiance du consommateur américain. Globalement, c'était de mémoire le lundi 16 mars, vous ne m'en voudrez pas si je me trompe sur le calendrier, qu'on a considéré que la réalité était sue de tous aux États-Unis. Et on s'est dit finalement, à partir du moment où le consommateur américain, la première économie mondiale, mesure la portée réelle de cette crise, alors le dispositif de désensibilisation, je peux m'en défaire. Si je m'en défais par cohérence, c'est aussi que je commence à mieux comprendre la situation. Donc pendant près de 2 mois, on a désensibilisé les portefeuilles et monté un dispositif ad hoc de couverture. Mais quand même, vous avez super bien résisté effectivement à la baisse, mais si j'écoute ce que tu dis, vous avez resensibilisé le 16 mars. Pourquoi ça n'a pas beaucoup plus monté la veille? Parce que le 16 mars, vous ne faites pas du timing, mais là, le timing est quasi parfait. On ne fait pas du timing, le timing est quasi parfait. Ça se maîtrise ex post. Hein. Moi, globalement, ce que je sais qu'on n'achète jamais au plus bas, on ne vend jamais au plus haut. À partir du moment où on mesure réellement la portée de cette crise sanitaire, j'ai plus besoin, c'est dans les cours, j'ai plus besoin de dispositif ad hoc, je le supprime. Dans le même temps, je suis en mesure de définir un nouveau scénario de base. Ce nouveau scénario de base, c'est globalement règle de distanciation sociale à 12-18 mois,
plus réellement de confinement généralisé parce que ça coûte trop cher, réduction ou limite du trafic international. Et dans ce scénario qui nous paraissait raisonnablement pessimiste, on a projeté toutes les sociétés que nous avions en portefeuille, dans un premier temps. Parce que l'impératif quand on est gérant, c'est d'abord de vérifier ce qu'on a en portefeuille. Alors là, on est au 16 mars, on va peut-être un petit peu avancer, parce que la question est quand même, aujourd'hui, est-ce que... À aujourd'hui, globalement, on a d'abord sorti des positions, puisqu'on a d'abord fait le ménage, et puis après, on a pu se repositionner sur de nouvelles opportunités. Et donc, on en a saisi successivement depuis la deuxième moitié du mois de mars, et deux nouvelles opportunités qui ont été saisies courant septembre dans cette phase de correction où notre scénario de base n'a pas été modifié, mais la baisse des valorisations a amené certaines opportunités. Donc il y a des opportunités, oui, on en a saisi. Et aujourd'hui, enfin maintenant à l'heure où on se parle, si on reste sur Varenne Valeur, parce que tu citais en exemple, on avait commencé l'année à 55%, on est environ à 67% à l'instant T, en ayant d'une part réduit certaines positions historiques, et d'autre part saisi de nouvelles opportunités. Donc si je retourne à ma question de base qui était est-ce qu'on y va ou est-ce que c'est le début de la fin ? On est entre les deux, c'est normal, vous êtes gérant, on est un peu entre les deux, et c'est l'idée quand même un peu prudence. Il y a des opportunités, mais on reste prudent. Est-ce que je résume bien ? Il y a des opportunités. Très bien. Alors maintenant, Laurent, chez BDL, même question, est-ce que la baisse qu'on a connue, alors elle n'est pas d'une énorme ampleur non plus, hein, mais est-ce que c'est une opportunité ? Est-ce que c'est le début de la fin ? Alors, là, on n'est pas dans des fonds flexibles comme Varenne Valeur ou Sextant, mais d'un autre côté, sur BDL Conviction, vous utilisez beaucoup le cash. Vous n'êtes pas un fonds qui investit tout le temps à 99,5, donc ça pourrait être peut-être un bon exemple. Et aussi l'expo net de BDL Rempart Europe. Donc, oui, tout à fait. Non, donc nous, pour répondre à la question, on est plutôt dans le scénario où ce n'est pas le début de la fin, et c'est plutôt des opportunités, les baisses actuelles. Ça se voit dans l'exposition nette de Rempart qui est autour de 55-60%. Donc quand vous regardez sur l'historique, on est plutôt dans la fourchette haute. Et pourquoi on pense ça ? Parce qu'il y a eu comme mes camarades l'ont expliqué, une polarisation assez forte du marché. Et donc aujourd'hui, il y a des valeurs avec un cash flow très pérenne qui sont à des multiples très intéressants. Ce qui n'a pas existé pendant longtemps parce que le marché était un petit peu trop homogène. Et donc c'est ce qui fait, c'est pas tant le niveau de marché général, mais c'est la dichotomie entre des choses très bien pricées et des choses très très chères qui fait qu'on est confortable d'avoir une exposition nette élevée. En revanche, le brut est limité à 120%, qui est la moyenne historique. Est-ce que je me trompe si aujourd'hui je dis on ne peut plus parler d'un marché homogène, mais il y a deux marchés ? Oui, complètement. C'est notre sentiment. On voit, et on a en portefeuille, on pense, des titres qui potentiellement peuvent doubler, tripler sur les 2-3 prochaines années, alors que le marché général semble être des niveaux élevés, tout simplement parce qu'il y a une dichotomie énorme entre certains pans du marché. D'accord. Alors justement, en 2020, enfin c'est vraiment pour une question spéciale pour BDL, vous avez un petit peu revu votre process avec les difficultés sur BDL Rempart Europe, notamment en mars. Pourquoi et comment ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui. Alors on n'a pas revu notre process. En revanche, effectivement, on a été très actifs sur le portefeuille. C'est vrai qu'on a eu 15 jours, les 15 premiers jours de mars de confinement très difficiles, où on avait quelques entreprises en portefeuille qui avaient prouvé par le passé leur résilience économique, des autoroutes, Elis par exemple, et qui à ce moment-là, au moment du confinement, ont baissé fortement. Donc là, ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est premièrement revue détaillée de toutes les sociétés en portefeuille et analyse du bilan et de la trésorerie et du cash flow. Quand c'était un peu trop fragile par rapport à ce nouveau scénario-là, on a cédé, sinon on a renforcé, et surtout on a profité du creux pour acheter plusieurs leaders cycliques, et notamment orientés sur l'Allemagne, parce que là, il y avait des valos qui avaient baissé, et des bilans très forts, et l'Allemagne était le pays qui avait le plus les moyens de relancer son économie. Et ça a bien servi, puisque dans la remontée, donc depuis le 18 mars, le fonds, que ce soit Rempart, il a capturé une bonne partie de la hausse. Conviction a fait mieux que son indice, que le MSCI Growth ou le MSCI Value. Et dans la hausse, en revanche, pendant l'été, on a commencé à céder des entreprises cycliques qui avaient rebondi de 30 ou 40%, parce que le scénario économique lui-même va rester quand même difficile. D'accord, merci. Alors, j'aimerais aussi poser une question. On parle de c'est cher, c'est pas cher, il y a des opportunités. C'est vrai que si on regarde le PE global du marché, alors je peux parler aussi au niveau des États-Unis. Au niveau des États-Unis, on est quasiment revenu à 99. En Europe, c'est pas le cas, mais on est cher globalement. Est-ce qu'il faut le regarder, ce PE global ?
Est-ce qu'il faut l'oublier? Est-ce qu'il faut l'oublier parce que, 2020, ça n'a pas de sens parce qu'on est sur une baisse des bénéfices qui est très forte et donc on oublie le PE 2020, on regarde 2021. Est-ce qu'on l'oublie parce que, en fait, on regarde dossier par dossier parce que, comme vous l'avez dit, d'un côté, il y a des opportunités, de l'autre, il y a des trucs super chers. Comment est-ce qu'on gère? David? Déjà, chez Varenne, on ne s'intéresse pas vraiment au PE. Je pense qu'on a une approche agnostique. On cherche des opportunités où qu'elles se trouvent dans notre univers investissement et on s'intéresse peu à ça. Après, quand bien même on voudrait s'y intéresser, je pense que regarder le PE 2020 ou le PE 2021 n'est pas très pertinent parce qu'on est on va avoir des résultats qui sont assez particuliers. Hein. Donc temporairement, même pour ceux qui veulent s'y intéresser, soit regarder, il faudra rester sur 19 probablement, et aller attendre 22. Mais non, parce que c'est important comme question, parce que même si vous ne regardez pas, les conseillers qui sont en face, avant de se dire je prends du Varenne, je prends du BDL, je prends du Amiral, ils vont se dire est-ce que le marché est pas cher? Est-ce que c'est pas le moment de revenir sur le fonds euro par exemple? Donc c'est une vraie question. Oui, c'est pour ça que j'y réponds. Moi je te dis, chez Varenne, on ne le regarde pas, mais quand bien même certains voudraient le regarder, je les invite à regarder autre chose que le PE. Voilà. Ça, et donc quoi? C'est quoi l'indicateur magique? Pour l'instant, c'est très compliqué parce que si tu regardes, nous, ce qu'on aime bien, c'est le ROE. Mais là encore, on va avoir temporairement... Donc le ROE, qu'on traduise, c'est le return on equity. C'est le retour sur capitaux propres. Et même ça, c'est temporairement inopérant. Donc tous ces métriques un peu de référence qui sont communément répandues, temporairement, on ne peut plus les utiliser. Parce qu'on va avoir des baisses de chiffre d'affaires de 80%, 60%, 50%. Donc de toute façon, il va y avoir un impact qui va être majeur. Donc nous-mêmes, à notre niveau, où on communique sur certains ratios, on va temporairement arrêter de communiquer dessus. Pas parce qu'ils ne sont pas bons, parce que ça passe plus le message que ça doit passer. Après, une fois qu'on a dit ça, nous, dans notre approche, de toute façon, on pense que la notion de marché cher ou marché pas cher... on n'achète pas le marché dans son ensemble, on est extrêmement sélectif. Sur la poche longue action, sur mes fonds les plus diversifiés, j'ai 20 à 25 positions. Donc que le marché dans son ensemble soit très cher, moi tout ce que j'ai besoin de trouver, c'est 3-4 opportunités par an. Donc a priori, même dans un marché cher, ça doit pouvoir se trouver. Ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, il y a plus d'homogénéité sur le marché. Mais qu'il y ait une homogénéité sur le marché, c'est déjà une aberration. Que le marché monte de façon indifférenciée, non seulement c'est ennuyeux, mais en plus, c'est la preuve que le marché est permissif. Que le marché... qu'il commence à y avoir de la dislocation sur le marché, c'est qu'on revient dans un environnement normalisé. Parfait. Donc là, maintenant, il faut être très sélectif. Mais comme les allocataires doivent être très sélectifs dans le choix de leurs gérants, nous sommes très sélectifs dans le choix de nos investissements. Merci. Benjamin, justement, sur ce niveau de valorisation, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais vous avez une approche par le PE de Shiller. Est-ce que justement, cette approche par le PE de Shiller, qui est un PE pour essayer de lisser le cycle, ça vous apporte pas quelque chose de différent et on n'a pas ce problème de 2020 finalement? Oui, c'est tout l'intérêt du PER de Shiller. Le PER de Shiller, c'est Benjamin Graham qui l'a inventé entre guillemets dans les années 30, puisqu'en fait, n'ayant pas de prévision macroéconomique, il ne savait pas où est-ce qu'on était dans le cycle. Donc il s'est dit, plutôt que d'essayer de me positionner dans un cycle économique, je vais prendre les 10 années de résultats et je vais lisser. Donc comme ça, j'aurai un prix moyen, quel que soit le cycle, etc. Donc en fait, cette démarche, on l'a vu tout à l'heure, puisque effectivement, il y a des moments où il faut se positionner sur les marchés actions. C'est la question que tu te posais. Est-ce que c'est le moment d'y aller? Est-ce que c'est le moment de ne pas y aller? Effectivement, c'est toujours le moment d'y aller. C'est une classe d'actifs qui est rentable. Mais il y a des moments où c'est encore mieux que d'autres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on considère que le marché est globalement cher, mais ça n'empêche pas d'avoir de très belles opportunités, notamment sur les petites et moyennes valeurs, qui sont vraiment laissées pour compte. La question que tu as posée tout à l'heure en amène une autre. Est-ce qu'on a bougé dans nos allocations? La réponse est oui. Est-ce qu'on a bien tenu? Est-ce qu'on a joué notre rôle de fonds patrimonial? La réponse est oui, puisqu'en fait, on a plutôt très bien tenu dans la période de baisse. Là où on est un peu déçu dans la performance de nos fonds, et là où certains partenaires nous interrogent en disant « c'est dans le rebond ». C'est dans le rebond. Pourquoi vous n'avez pas pu profiter du rebond? Le rebond, il était centralisé sur quelques valeurs qui ont tiré, et tu l'as dit en introduction, qui n'a pas tiré le CAC 40, qui n'a pas tiré les indices européens, qui a tiré le MSCI World. Pourquoi? Parce que le MSCI World, il y a 50% d'US, et que dans les 50% d'US, tu as une grosse partie maintenant qui est de la tech. Et c'est ces techs-là qui ont tiré le marché vers le haut, et c'est pour ça que l'indicateur, le MSCI World, est-ce que les marchés sont chers, pas chers,
Ils sont chers en facial, mais ils sont faussement chers puisqu'il y a tout un pan de l'économie où on peut aller faire des courses à bon prix. La question qui est derrière, c'est, alors le process d'allocation, il a fonctionné, mais pourquoi vous n'êtes pas allé sur ces valeurs-là? Pourquoi vous n'êtes pas allé sur la technologie? Parce qu'effectivement, ça paraît évident d'avoir du Amazon, on a le plus consommé, c'est évident d'avoir du Netflix. En fait, on ne l'a pas fait, non pas parce qu'on est value des ayatollahs et qu'on veut absolument acheter des valeurs, entre guillemets, décotées, délaissées, que plus personne n'aime. On a encore du Alibaba, on a encore du Home24, on a encore des producteurs de jeux vidéo, on a des boîtes de croissance, et sur des thèmes qui sont à la mode. Mais il y a un moment donné où j'arrive plus à expliquer la valorisation d'une société. Moi, je ne sais pas expliquer à un client pourquoi Tesla, aujourd'hui, peut racheter, hormis Toyota, les 9 plus grosses capitalisations du secteur. Je ne peux pas l'expliquer à un client. Donc, mais je ne fais pas. Tu veux revenir sur Tesla parce qu'en janvier, quand même, on en a parlé, vous mettiez l'exemple de Tesla. Et voilà. Ça a pris 200%. Et je suis toujours encore plus incapable de te l'expliquer. Et quand tu vois des boîtes comme Nicolas, ça a pesé 20 milliards, c'est passé de 90 à 7, c'est une fraude. Leur vidéo avec la voiture hydrogène, c'était sur une pente douce. C'est une fraude. Le patron, le fondateur est parti. Est-ce que aujourd'hui, payer Microsoft sur les mêmes multiples de valorisation, je fais juste une parenthèse, Microsoft, c'est les mêmes multiples de valorisation qu'en 99. Et c'était une boîte à l'époque qui était dans une position concurrentielle bien meilleure qu'aujourd'hui. Elle avait déjà du cash, mais dans nos sociétés, tout le monde utilisait Excel. On ne parlait pas de Google Doc, on ne parlait pas d'Apple. Apple, dans le monde de l'entreprise, était très peu présent. Donc c'était une meilleure boîte quasiment à l'époque qu'aujourd'hui. Il y avait déjà du cash, c'était une boîte très peu endettée. Et pourtant, entre le plus haut de 2019 et la fin de la crise, Microsoft a mis 17 ans pour retrouver son cours de l'époque. Donc est-ce que ces exemples-là sont des sociétés qui méritent d'être dans un fonds patrimonial comme Sextant Grand Large? Je ne pense pas. Je suis plus à l'aise avec des entreprises, une forte visibilité du cash flow, avec des stocks, avec un capital humain fort, qui sont moins aujourd'hui regardés, moins dans l'œil du cyclone, mais qui demain vont revenir à des niveaux de valorisation. Tu as une stat que tu as oublié de m'envoyer, mais dont on a parlé au téléphone. Il y a une corrélation évidente à 3 à 5 ans entre la réalité économique de l'entreprise et son cours de bourse. C'est ça qu'on cherche à faire. On ne va pas essayer de courir après les tendances, on n'y arrivera pas. Et tout ce que je ne peux pas comprendre et expliquer à mes clients, je préfère pas y aller. Merci Benjamin. Alors Laurent, je t'ai vu dire oui de la tête, dire non de la tête à des moments, donc je pense qu'il y a des choses à dire. Non, tout à fait. J'ai un graphe devant moi très intéressant qui, justement, je pourrais te le faire passer, montre l'historique des PE depuis 1950, donc une cinquantaine d'années, avec la partie du marché qui est la moins chère et la partie du marché la plus chère. Donc il y a 50 ans, en 1950 à peu près, la partie la moins chère était autour de 5 fois les bénéfices et la partie la plus chère à 12 fois. Et aujourd'hui, en fait, la partie la moins chère a monté, elle est à 10 fois, donc elle a quand même doublé. Mais ce qui est important, c'est que la partie la plus chère est passée à 90 fois. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'est jamais arrivé auparavant et qu'effectivement, on peut toujours parler de moyenne du marché, sauf que l'écart type de cette moyenne, il est colossal aujourd'hui. Donc on revient à ce qu'on disait au départ. Nous, on pense que c'est extrêmement intéressant pour des stratégies long-short, puisque la légitimité du long-short, c'est bien au départ de trouver sur des business relativement similaires un prix beaucoup plus décoté d'un côté et très élevé de l'autre. Je suis d'accord, Laurent, mais je me rappelle une présentation il y a 1 an et demi de Thierry Dupont qui montrait que justement les valeurs très chères devenaient de plus en plus chères, les valeurs pas chères de moins en moins chères et que ça ne pouvait pas tenir. Le problème, c'est que ça s'est encore écarté. Et c'est vrai que c'était déjà hallucinant. On dit souvent, on prend cette image de l'élastique qui était ultra tendu il y a 1 an et demi, mais alors aujourd'hui, on en est où? Enfin, c'est ultra tendu. Et moi je pense qu'il y a une chose qui change par rapport à ce qu'on a pu dire ou ce qu'on a pu vivre les 18 derniers mois, et même par rapport à la crise de 2008, c'est qu'aujourd'hui, en plus de l'action des banques centrales, on a une relance budgétaire sans précédent. Et ça, on n'a pas eu ça en 2008. Donc vous avez un déficit des États qui est en train de se creuser, qui est massif. On n'a pas vu ce genre de plan de relance depuis, en période de paix. C'est 4 fois hein, quasiment. Je crois qu'on a mis 3% du PIB mondial en 2008, 2009, 2010. Enfin, ça a mis 4 ans, ouais. Alors que là, en 2 mois, on a mis tout de suite 10% du PIB mondial. Exactement. Donc je pense que ce qui s'est passé en 2008, c'est que vous avez une action très forte des banques centrales. Les taux
baisse vers zéro, voire négatif, et ça fait monter effectivement les actifs à duration longue, et notamment les valeurs de croissance. Donc là, vous êtes déjà en haut, les taux, on sait qu'ils ne vont pas remonter, mais ils ne peuvent plus vraiment baisser, et par contre, vous avez un deuxième étage de la fusée, qui est ces relances budgétaires. Et ces relances budgétaires, notre opinion, c'est qu'il y a un cas de figure où elles profitent beaucoup justement à cette partie de la cote qui n'avait pas bénéficié des taux bas, et par contre qui va bénéficier de ces investissements. Donc les cycliques. Voilà. Et c'est ce qu'on avait vu d'ailleurs, si vous regardez aux États-Unis, fin de la Deuxième Guerre mondiale, à ce moment-là, l'État américain est obligé de faire une relance budgétaire massive, et ce qui se passe, c'est qu'effectivement, les valeurs cycliques en profitent plus. D'accord. Et ça, c'est vraiment différent pour le coup de ce qui s'est passé en 2008. Ça, il y a un petit souci, c'est ce que ça a fait dans les années 60, ça réveille un truc qui n'est pas très sympa pour les investisseurs, qui s'appelle l'inflation. Oui. Mais aujourd'hui, nous, notre avis, c'est que effectivement, grâce à la relance budgétaire, il y a une probabilité plus forte que l'inflation reparte. Il faut rester prudent parce que tout le monde sait ce qu'essayent de faire les banques centrales depuis 2008 et sans succès. Mais aujourd'hui, s'il y a un risque à prendre, je pense, c'est d'avoir un risque d'inflation plutôt que de déflation. On voit qu'on est très bas, on voit encore les indices de prix hier en Allemagne qui sont négatifs et plus négatifs que ce que les gens attendaient. Et donc on voit bien que les taux zéro ne fonctionnent pas suffisamment et on voit bien que les taux zéro, voire négatifs, créent des effets induits que les banquiers centraux n'avaient pas attendus au départ. Et donc du coup, en fait, vous arrivez dans une sorte de trappe à liquidité et donc là, c'est pour ça que vous dites, là j'ai essayé, finalement c'est pas efficace, ça crée des effets induits négatifs, donc il faut que je passe à autre chose, il faut faire de la relance budgétaire. David, là depuis le début, on a dit, on le redit plusieurs fois, il y a deux marchés, il y a un marché très cher, un marché pas cher. Laurent a parlé de valeur croissance. Vous, avec Benjamin, vous n'avez pas trop parlé value croissance. C'est vrai quand même, alors du moins j'ai l'impression, mais je sais que vous n'êtes pas d'accord, c'est pour ça qu'il va y avoir un débat, qu'on a quand même une dichotomie énorme entre d'un côté le qualité croissance qui est très cher et de l'autre le value cyclique qui est pas cher du tout. Je sais que David, t'es pas fan de ces de quand on met dans les petites boîtes, dans des petits carrés. Donc est-ce que tu pourrais apporter ta réponse? Je suis pas fan des étiquettes, des classifications parce qu'on n'est jamais vraiment d'accord sur ce qui est une valeur value, ce qui est valeur qualité, ce qui est une valeur croissance. Quand je dis que nous sommes agnostiques, c'est agnostique en termes de secteur, en termes d'étiquette. Je prends souvent ce même exemple, LVMH, quand on l'avait rentré en 2007. Depuis qu'on l'a rentré en 2007, elle a fait plus de 500% de performance. Est-ce que c'est value? Est-ce que c'est qualité? Je ne sais pas. Donc là-dessus, moi, je ne rentre pas tellement dans le débat. Je pense qu'il faut se détacher de ça. J'ai le sentiment, et c'est une conversation de comptoir, que value a été très galvaudé, qu'aujourd'hui on met dans value tout ce qui est associé à value trap, qu'il y a dans le value, dans l'esprit du deep value investing, il y avait autre chose que ce qu'on voit aujourd'hui dans ce qu'on entend par value. Donc il y a du value de très belle qualité et du value au sens décoté par rapport à la valeur fondamentale et pas value piège de value trap. Voilà. Une fois que j'ai dit ça, moi je m'extrais de ce débat-là. Et ça m'amène à mon débat suivant, parce qu'il y a des large cap qui sont maintenant tellement value qu'elles deviennent mid cap, voire small cap, tellement ça a baissé en valorisation. Et donc la question suivante, c'est sur justement les petites et moyennes capitalisations. Les petites et moyennes capitalisations, depuis 2018, ça s'est fait massacrer. On a à peu près 30% de différentiel de perf entre les petites et les larges. On n'a plus de premium de valorisation comme on avait pu avoir par le passé. Et depuis 3-4 mois, ça y est, ça surperforme. Ça y est, on est sur le début de quelque chose. Est-ce qu'il y a un retour vers les petites capitalisations? Benjamin, je crois que dans Sextant Grand Large, vous avez même commencé un petit peu auparavant à remettre de la petite capitalisation. Donc, quel est ton avis là-dessus? Oui, tu as raison. C'est vrai qu'on parle de cette polarisation, elle est même triple. Il y avait donc les États-Unis, le reste du monde, la value par rapport à la croissance. Et là, je rejoins David. Il faut arrêter avec les étiquettes. On peut être gérant value. Il y a autant de définitions de gérant value qu'il y a de méthodologie value. Donc, effectivement, en fait, on vous étiquette souvent value, mais tu nous dis que tu as du Alibaba, ce qui n'est pas spécifiquement value. Et j'ai eu du Facebook, mais je l'ai acheté à $20. Je l'ai malheureusement vendu à 70. Mais donc, je ne l'avais pas acheté à 60 à l'intro. Et puis, le dernier, tu viens de le soulever, c'est les large cap et les small cap. Et nous, on pense vraiment, et maintenant depuis 18 mois, on avait alerté les conseillers en gestion de patrimoine quand on avait fermé notre fonds en juillet 2017. On avait dit surtout
alléger les small caps. On est sur des niveaux de valorisation qui deviennent extrêmement tendus. Il y a peu de potentiel. Donc on avait fermé notre fonds et même conseillé à certains d'entre vous d'alléger les positions. On avait refusé des souscriptions de grandes orders institutionnelles pour lesquelles on travaille. Et en revanche, c'est vrai qu'après la crise du dernier trimestre 2018, début 2019, on a commencé à retrouver des points d'entrée intéressants, puisque en fait, le rebond qui a été assez rapide au premier trimestre, même le premier mois et février 2019, n'avait pas bénéficié aux small cap. Donc elles sont restées au tapis. Elles ont d'ailleurs un petit peu corrigé, mais peut-être d'ailleurs un peu moins, ce qui est étonnant, que les large caps, parce qu'on ne l'a pas encore dit, mais la crise qu'on a connue en termes de violence, de rapidité, a été assez historique et inédite. Et donc c'est vrai qu'on reste très confiant nous, sur la classe d'actifs, avec deux signes importants plus récents, pour parler c'est une inversion de la tendance. Les flux ont un impact sur cette classe d'actifs, et on était perpétuellement en décollecte depuis effectivement le dernier trimestre 2018. Tous les mois, on décollectait de manière d'ailleurs assez significative. C'est une tendance qui s'est inversée depuis maintenant 3 mois. On revient sur des flux qui sont légèrement positifs. On a eu, nous d'ailleurs, chez Amiral Gestion, la chance, cet institutionnel, les Raft, à qui on avait dit non, ne remettez pas. Alors on l'a dit, s'il vous plaît, là c'est le moment, au milieu de la crise, ils ont remis 40 millions. On a la Caisse des dépôts et consignations pour laquelle on gère un mandat depuis 2012 qui a été prorogé en 2017, qui devait prendre fin là en début d'année. On leur a dit c'est pas le moment. Ils nous ont dit vous avez raison, et ils ont remis 100 millions de plus. Ils sont engagés pour 5 ans. Bref, on a le FRR qui est venu et qui revient, qui a redécollé. Tu es un directeur commercial heureux, non? Comment? Tu es un directeur commercial heureux, non? Parce que c'est bien ces chiffres. C'est pas le commerce qui est intéressant quand tu as des signatures comme ça. C'est un succès pour toute la boîte. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une société comme Amiral Gestion a 40 collaborateurs. Ils répondent aux exigences de middle, de juridique, de reporting des personnes les plus exigeantes. Surtout que c'est des mandats ISR. C'est vrai qu'Amiral Gestion ne pense pas tout de suite ESG. Et pourtant, on gère pour les RAF. Donc oui, c'est un vrai succès. Mais pour revenir au sujet central, effectivement, les small caps, il y a de l'intérêt. Et deuxième élément qui marque aussi cet intérêt, il y a eu 15 opérations pendant l'été, ce qui n'était pas arrivé depuis des années. Donc opérations, on parlait bien de fusion-acquisition. Alors non, des opérations, oui, des opérations sorties de cote, où le management, et pas des fonds d'investissement, ont repris la main sur leur société, où on fait des augmentations de capital. Depuis le temps qu'on annonçait que dans le private equity, c'était beaucoup plus cher que dans les micro-caps, à un moment donné, ça devait bien arriver. Exactement. Et ça, quand on voit les managements qui sont aux manettes, connaissent leur entreprise, savent ce que c'est réellement la crise, j'espère que vous en avez un petit peu écouté, mais nous, on a bien aimé animer, on a fait appel, on a partagé avec les conseillers en gestion de patrimoine ce qu'on appelait les paroles d'entrepreneurs pendant la crise du Covid. On organisait des calls avec des patrons de boîtes. Et les patrons de boîtes nous partageaient avec nous la réalité de leur business. Et c'était passionnant. Et c'est vrai que quand on voit ces patrons qui rachètent leur propre boîte parce qu'ils les trouvent décotés, je pense que c'est un signal fort, au même titre qu'on est tous porteurs de part de nos fonds, c'est un signal fort d'engagement et de sérénité. Benjamin, je vais t'arrêter là parce qu'il faut qu'on arrive bientôt vers la fin du débat. Laurent, justement, sur les small et mid, BDL Conviction, à un moment donné, était quand même connu pour être un fonds plutôt mid. On en est où? Est-ce que justement on revient sur de la small, sur de la mid? Quel est votre point de vue sur cette question? Alors, historiquement, on a eu toujours, je dirais, 2 tiers de large, 1 tiers de mid. Aujourd'hui, on n'est pas très différent de ça. C'est vrai qu'il y a des opportunités dans cette poche-là, mais c'est vrai aussi que dans des large caps, sur certains métiers, il y a des belles opportunités aussi. Donc aujourd'hui, on ne ressent pas le besoin d'aller prendre un risque de liquidité et de déplacer beaucoup le portefeuille sur de la mid. On a assez de potentiel sur des choses liquides aussi. D'accord, très bien. Je vais peut-être passer, David, je pense que sur les small et les mid, c'est moins votre tasse de thé chez Varenne. Oui, c'est exclu pour nous par construction de l'univers d'investissement. Voilà, donc je vais passer à la question suivante, qui sont en fait les 2 dernières questions, un peu des questions de conclusion. Pour vous, aujourd'hui, on va essayer de manière synthétique, c'est quoi les plus fortes opportunités et les plus forts risques sur le marché? David.
Plus fortes opportunités, c'est pour nous probablement les 4 dernières entreprises qu'on a rentrées en portefeuille depuis les 5 dernières, je vais dire depuis le point bas de mars. On peut les citer. Nike, qui est devenu notre première position, devant Alphabet, qui est notre deuxième position, Pandora. Et c'était intéressant parce que Pandora, on a trouvé l'entreprise que beaucoup de gérants connaissent. La détection de l'opportunité, elle vient du comportement des dirigeants qui ont acheté leur propre titre après que le titre. C'est vrai que c'est une métrique que vous suivez beaucoup, ça. Après que le titre ait perdu 45%, le CEO et CFO ont racheté des titres de façon importante sur des niveaux qui étaient extrêmement bas. C'est sorti dans nos radars et là on s'est intéressé à l'entreprise. On a trouvé une très belle entreprise dont le cours de bourse a déjà plus que doublé depuis qu'on est rentré. Et puis là, il y a 2 sociétés sur lesquelles on communique peu encore, qui sont rentrées courant septembre. Donc on a de fortes Ça va, Laurent, s'il n'y en a pas dans les shorts de BDL Rempart. Bon. Je ne permettrai pas. Voilà, donc on a en termes d'opportunités, c'est effectivement on est ravis des opportunités qu'on a pu saisir. En termes de risque, globalement, je ne sais pas si c'est ta dernière question, mais si jamais je devais conclure là en une phrase, globalement, il y a des facteurs aujourd'hui qui viennent apporter énormément de stabilité. C'est la politique des banquiers centraux et c'est les politiques les budgétaires, ou qu'on regarde. Il y a des mesures, il y a des plans de soutien de l'économie qui sont massifs et extrêmement efficaces. Donc ça, c'est source de stabilité. Malheureusement, les répercussions économiques dans l'économie réelle vont être dramatiques, et je parle au futur parce que pour l'instant, ce n'est pas la réalité. Toutefois, tout ça, c'est déjà dans les cours pour une grande partie. Donc on ne s'attend plus à une baisse. Alors après, si demain, la deuxième vague Covid venait à dégénérer de façon extrêmement forte, ne m'en voulez pas si on vient à changer le scénario, mais sur la base des informations dont nous disposons à ce jour, pour nous, l'essentiel de la baisse est déjà dans les cours. Donc aujourd'hui, on est sur un terreau d'opportunités et donc c'est opportun de se repositionner. Attention, il reste toujours beaucoup de nervosité, beaucoup d'incertitudes, donc des stratégies de décorrélation de couverture. C'est ce qu'on veille aujourd'hui. Au fur et à mesure qu'on augmente le niveau d'exposition sur la poche longue, on redimensionne la stratégie, le dispositif de couverture pour qu'il soit cohérent avec le biais long. Je vais t'arrêter là, David, parce que je sens que tu vas dérouler le process de gestion. Benjamin, les plus grosses opportunités, les plus gros risques, selon Amiral Gestion? Alors, je pense que le plus grand risque aujourd'hui, c'est de se dire que tout a changé, c'est de considérer que les modèles de valorisation d'hier ne sont pas bons, qu'il faut réinventer la roue, qu'il faut trouver de nouveaux ratios. Moi, la dernière fois que j'ai entendu ça, c'était en 99. Donc, en fait, moi, je ferai très attention à ça. L'histoire est perpétuelle. Recommencement, un perpétuel recommencement, donc je ferai attention à ça, pas croire que le monde va complètement changer, pas croire qu'il n'y aura que les GAFAM qui vont exister demain. Donc attention à ce discours-là, les nouveaux paradigmes, on entend beaucoup, voilà, je fais attention à ça. En revanche, sur les opportunités, on l'a dit, des boîtes aujourd'hui décotées, peut-être sur les petites et moyennes valeurs, et faire aussi attention à l'endettement, ça va être un élément assez important sur les prochaines années. Merci. Laurent? Alors moi je dirais qu'il y a 2 choses. Il y a des opportunités liées à ce qu'on a connu à court terme avec le Covid. Donc je pense qu'aujourd'hui effectivement il y a des entreprises, soit ce qu'on appelle des grands brûlés du Covid, mais qui ont le bon bilan et qui peuvent probablement doubler ou tripler à horizon 2-3 ans. Ça c'est quoi? On peut donner des exemples? Donc par exemple en portefeuille on a encore donc 2 brûlés du Covid, on va dire Elior et Elis. On pense qu'elles ont le bilan pour traverser la crise et quand on fait une valorisation normalisée, on a facilement 200-300% d'upside. On a des choses comme Peugeot qui peuvent doubler ou tripler aussi. Et après, je pense qu'il y a une opportunité plus large. C'est qu'en fait, cette pandémie occulte le fait qu'on est en train non seulement de faire des relances budgétaires énormes, mais aussi de rentrer dans une énorme phase de transition de la planète parce qu'on a ce sujet du réchauffement climatique. Et donc nous, on a lancé un fonds là-dessus qui s'appelle BDL Transition parce qu'en fait, ce qu'on est en train tout simplement d'assister, c'est une révolution industrielle sur la manière de faire fonctionner notre économie. C'est-à-dire que pendant 100-150 ans, vous avez fonctionné à base d'énergie fossile, gaz, charbon, pétrole, et en fait, il faut tout réinventer pour fonctionner à base d'énergie renouvelable. Et donc ça va vous générer des investissements colossaux pour changer vos mécanismes de production, changer vos réseaux, optimiser, etc. Donc nous, on pense qu'il y a des énormes opportunités sur les prochaines années dans tout ce qui est, par exemple, utilities,
Vous aurez des plans de CAPEX colossaux pour changer votre mode de production, dans tout ce qui est digital notamment et dans ce qui est santé. Donc là-dessus, je pense que la pandémie occulte ces sujets-là, mais on est en train de vivre une sorte de nouvelle révolution industrielle. Et finalement, le digital, la pandémie n'a pas occulté l'arrivée du digital. Elle l'a accéléré là-dessus. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment des thèmes très forts et porteurs et qui n'étaient pas forcément là les 15 dernières années. D'accord. Allez, vraiment en 2 minutes pour conclure, parce qu'on arrive au bout. Pourquoi investir en 2021 dans vos sociétés de gestion? Benjamin, pourquoi en 2021 on devrait investir avec Amiral Gestion? Dans nos sociétés ou dans Sextant Grand Large? Dans notre société? Chez Amiral Gestion, Ah bah, dans un des fonds Amiral Gestion. parce qu'il y a une très grande stabilité de l'équipe de gestion, c'est toujours la même, parce qu'il faut être un petit peu contrariant, parce qu'on a investi dans nos fonds, parce qu'on est tous au capital de notre entreprise. Enfin, les bonnes raisons qui ont poussé les investisseurs à regarder Amiral Gestion il y a 5 ans, il y a 10 ans et encore aujourd'hui. David? Ouais, si j'axerais plutôt la réponse sur la partie gestion. Probablement parce qu'il y a beaucoup d'opportunités, mais il y a encore un certain nombre de risques. On manque encore de visibilité, on n'a pas de date pour ce vaccin, on n'a aucune idée de la durée de diffusion du vaccin. Et donc dans cet environnement où il y a des opportunités et où il y a quand même un certain nombre de risques, finalement avoir une stratégie de conviction très forte couplée à des stratégies de décorrélation et de couverture du short, parce qu'il y a de façon idiosyncratique des opportunités short. Il y a des opportunités sur les stratégies d'arbitrage, de fusion-acquisition et un dispositif de couverture qui est toujours adapté à l'environnement macro que nous traversons. C'est probablement un attelage adapté pour l'environnement que nous allons connaître en 2021. Vos qualités de sélectionneur de titres avec en même temps vos stratégies parachutes. Voilà. Laurent, pourquoi on investira en 2021 chez BDL? Moi, ce que je dirais, c'est que les dernières années, ce qui a le mieux fonctionné, finalement, c'était notamment des histoires un peu de concept. C'est-à-dire qu'indépendamment que la société gagne de l'argent ou pas, si elle était dans le bon concept, le cours de bourse fonctionnait très bien. Et on sait que ces choses-là, quand on se réveille, ça peut faire très mal. Et au moins, en investissant chez BDL, vous savez que vous n'avez pas du concept, vous avez une vraie génération de cash flow, un vrai bilan, et pour cet actif-là, vous payez un prix raisonnable. Merci à tous les trois. On a maintenant fini cette conférence dans le timing. Donc merci et merci à ceux qui nous suivent en streaming. Au revoir. Merci. Merci.